Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Idrissa Diabira. C'est le directeur général de l'ADPME, l'Agence de développement des PME et d'encadrement des PME au Sénégal. M. Diabira, l'année vient de s'achever, celle de 2023. Quel bilan peut-on faire de l'ADPME, surtout sur la création et l'encadrement des petites et moyennes entreprises? Merci beaucoup Alassane. Alors une année 2023 pour nous qui a été une année particulière. C'est la première année où on implémente un projet d'ampleur avec la Banque mondiale, qui est le projet ETR, où on l'a appelé IPME, comment digitaliser les grandes fonctions des entreprises. Et dans le cadre de ce projet, normalement, sur 4 ans, nous devions accompagner 5000 entreprises. Le projet doit avoir lieu jusqu'en 2025-2026. Et en 14 mois, nous avons accompagné 3900 entreprises sur l'ensemble du Sénégal, tous secteurs confondus. Donc près de 80% de nos objectifs. Et c'est une performance, surtout que toutes ces entreprises ont été évaluées en amont. Car le principal problème que l'on a, j'aime à le dire, c'est que les entreprises n'ont pas leur carnet de santé. Nous, les individus, nous savons où en sont nos enfants, est-ce qu'ils sont à jour de leurs vaccins et autres. Pas les entreprises. C'est 97% au Sénégal qui n'ont pas d'état financier. Donc elles vendent, elles achètent certes, mais on ne sait pas véritablement ce qu'elles gagnent pour elles-mêmes d'abord et pour grandir. Pourquoi justement les entreprises sénégalaises, la plupart d'entre eux, surtout les PME, les PMI et les TPE n'ont pas de carnet de santé comme on dit, n'ont pas d'état financier? Vous savez, c'est dû à quoi? Notre économie, on peut dire, elle est un peu pas extravertie, mais notre économie est principalement informelle. Nous avons, à la fin des années 70-80, les crises aidant, fait que le secteur informel, l'économie informelle, est devenue une économie de refuge. Nos entreprises ne sont pas assez compétitives, les filières ne sont pas assez dynamiques, ce qui fait que les entrepreneurs, de manière générale, vont vers l'informel comme secours pour leurs activités. Ils ont des difficultés, c'est eux-mêmes qui le disent, à grandir, ou l'Agence nationale de statistique, ils ont des difficultés à accéder à des financements, ils ont des difficultés à exporter. Ce qui fait que le tissu économique du Sénégal est extrêmement restreint sur un très petit nombre d'entreprises qui ont des tailles critiques pour créer suffisamment d'emplois et pour exporter suffisamment. Et le secteur informel, que l'on croyait au cours des décennies comme un secteur qui allait disparaître, en fait, est devenu une réalité et qui est l'élément prépondérant de nos économies. Ce qui fait que l'État a créé un ministère pour transformer le secteur informel. De l'artisanat et du secteur informel. Oui, mais pourquoi, depuis lors, cette transformation qui est attendue n'est pas encore prégnante? Parce que le processus qui permet de résorber le secteur informel, il doit être profond, il doit être lourd et il doit être mieux coordonné entre l'ensemble des acteurs. On garde encore à l'esprit, au sein du Sénégal, lorsque vous demandez ou posez la question à un acteur économique de se formaliser, il vous regarde avec des gros yeux en se disant que celui-ci veuille que je paye des impôts et que je mette sur la table l'ensemble des choses que je gagne. Justement, il se pose un point de confiance entre l'État et ceux qui sont dans l'informel. Exactement. Qui considèrent qu'aujourd'hui, eux, les petits, eux, quand on les prend, ils paient plus que les grands, qui ne paient pas. Il y a beaucoup d'acteurs qui dénoncent aujourd'hui au Sénégal l'exonération dont ont les grosses entreprises, qui ne paient pas les impôts pratiquement. Il y a effectivement une perception par rapport à l'exonération, notamment des grandes entreprises et des grands groupes qui sont au Sénégal, qui posent une question, parce qu'effectivement la perception c'est qu'ils ne payent pas suffisamment ou qu'ils puissent échapper à un certain nombre de ces exonérations. C'est une chose. La deuxième, c'est que dès que l'on gagne un certain nombre, un montant, un peu plus de 50 millions notamment
et qu'on sort de la CGU, la pression fiscale vient s'abattre sur les entreprises. La stratégie nationale du secteur privé indique que les PME elles-mêmes considèrent parmi leurs principales problématiques pour les petites et moyennes jusqu'à au-dessus de 100 millions, que c'est les impôts et les taxes qui sont leur premier obstacle. Et pour celles qui sont en dessous de 100 millions, c'est la difficulté d'accès au financement. Il y a d'autres. Donc, il faut qu'on change la perception, il faut qu'on change le mindset. D'autant qu'on a tous à y gagner en changeant le mindset. Parce qu'en gardant cet état d'esprit, on a un nombre d'entreprises, je le disais, qui payent et qui sont contributeurs qui restent extrêmement petits. Sur les 80 000 contributeurs au Sénégal, les personnes morales, c'est à peu près une dizaine de milliers d'entreprises. Donc elles portent en fait l'effort pour l'ensemble de la nation et pour les activités que l'on doit payer, électricité, eau, éducation, etc. Changer de mindset, c'est quoi? Ce qu'on a essayé de dire aux PME, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on vous accompagne à être des futurs champions. Si vous demandez à une entreprise, est-ce que vous voulez vous formaliser? Elle vous regarde avec des yeux gros. Si vous lui dites, est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne à devenir un champion, à grandir, à faire plus de chiffres? Elle tend l'oreille en disant, comment est-ce que je peux faire? Donc la formalisation, il ne faut pas l'appréhender comme une fin en soi. Il faut l'appréhender comme un processus dans le parcours d'une entreprise. Mais le changement, c'est que nous devons nous mettre dans une logique où l'enjeu, c'est de faire grandir les entreprises. Mais pourquoi jusqu'à présent, le message a du mal à passer? Parce qu'il faut qu'on le fasse il faut qu'on le fasse à une ampleur plus grande. Il faut que l'on communique certainement mieux et plus. Il faut que l'on organise et que l'on donne plus de cohérence à notre dispositif d'accompagnement. C'est vrai, il y a plusieurs guichets, mais les entreprises, dans ce que nous faisons, disent, bon, je ne sais pas exactement à quelle porte frapper. Je connais effectivement l'ADPME, le bureau de mise à niveau, les chambres de commerce, les chambres de métier. Il y a beaucoup d'acteurs du dispositif, mais comment avoir un discours qui soit cohérent et beaucoup plus fort? Mais est-ce que la multitude des acteurs ne brouille pas le message? Elle participe à le brouiller. C'est la raison pour laquelle, depuis quasiment 5-6 ans, nous avons travaillé à dire qu'on met en œuvre un réseau Sénégal PME. Ce n'est pas ADPME, ce n'est pas ACPEC, ce n'est pas ceci, c'est le Sénégal PME. C'est un service. C'est à nous de faire la réingénierie du processus pour apporter le service à une entreprise. Et c'est ce qui nous a amené, au mois de juin dernier, à lancer le guichet unique d'accès au financement qui réunit les institutions financières, les structures d'appui et d'encadrement, cabinets de conseil, cabinets d'expertise comptable, les chambres de commerce, nous-mêmes dans la démarche qualité et l'harmonisation, et une plateforme d'information qui permet de dire à la PME, si je cherche un service, si je cherche un financement, voilà ce qui peut exister et qui peut le faire. Et ça nous donne un seul point d'entrée, sénégalpme.sn d'ailleurs, qui permet de rationaliser l'intervention. Mais c'est quelque chose qui doit prendre de l'ampleur, qui doit communiquer davantage, où nous autres intervenants, on doit s'oublier, encore une fois, pour, à l'instar du guichet unique de création d'entreprise à l'APIX, à l'instar de Orbus avec GainD 2000, où l'entreprise se dit j'ai un seul interlocuteur et les autres, c'est-à-dire ceux qui apportent des services, travaillent à reconfigurer leur processus d'intervention pour que ça soit transparent pour l'entreprise et qu'elle ait ce qu'elle demande de manière efficace. Mais ça, c'est destiné à la plupart des gens qui sont dans l'informel, oui, qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent pas le langage dans lequel c'est utilisé. On leur parle français, on leur donne des sites internet, ils ne comprennent rien à ça. Ah si. Il n'y a pas une stratégie. Détrompez-vous. Est-ce qu'il y a une stratégie d'aller voir les gens dans les boutiques, là, ils sont de façon plus proche, plus rapprochée? Vous savez, cette année, nous avons aidé 2000 entreprises à se formaliser. Comment? Nous avons créé une plateforme, vous parlez justement, pour parler comme les bénéficiaires, qu'on a appelée Sama Compta, ma comptabilité. Cette plateforme est une plateforme digitale qu'on peut avoir sur sa tablette. Il y a une application que l'on peut télécharger et qui permet de suivre les entrées et les sorties. Nous avons formé 100 étudiants en Bac+4, Bac+5 en comptabilité.
à tenir sa comptabilité, à intégrer les stocks des entreprises. Et nous les avons envoyés dans plus de 6 régions, dans les boutiques, dans les acteurs, pour passer 2 mois, 3 mois, pour permettre à une entreprise de tenir sa comptabilité. Je rencontrais dernièrement à Thiès une personne qui avait été accompagnée, absolument pas francophone ou autre. Elle me dit maintenant je peux me lever à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour vous dire où est-ce que j'en suis, quelle est ma comptabilité et où en sont mes ventes et mes recettes. Nous mettons en œuvre un gros processus de digitalisation, celui que j'évoquais. Donc c'est là où l'informatique, c'est là où la digitalisation a du sens. Parce que l'on peut adapter des outils pour permettre aux entrepreneurs, même qui n'ont pas fait les bancs, d'avoir ce qu'il y a à faire. Mes parents, comme d'autres aujourd'hui, envoient à partir de leur wallet du Orange Money, du Wave ou d'autres choses. Donc, ce n'est pas un frein. Maintenant, l'enjeu, c'est d'être en capacité de faire la pédagogie, de mettre des audios, de pouvoir mettre des petites vidéos qui permettent à l'entrepreneur de se comprendre. Mais le principal défi, et ça je suis absolument d'accord, c'est comment on adapte notre intervention à des acteurs qui ne sont pas en costume cravate ou qui vont venir dans les bureaux. C'est comment, là où ils sont, on ajuste nos outils, avec des outils comme Samaconta, avec des accompagnements en woyofal, en arabe, dans des éléments qui leur permettent de traduire leurs activités pour avoir la comptabilité qui correspond à leurs activités. Si on a fait ça à hauteur de 2000, avec l'appui de la coopération allemande, avec Samaconta, si on a fait près de 80% de ce qui était attendu cette année, on a la conviction qu'on peut et on doit tous s'aligner pour dire au moins 50% des entreprises du Sénégal doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'une manière ou d'une autre, par notre canal, par le canal des experts comptables, des chambres de commerce, des chambres de métiers. 2 000, 3 000, est-ce que ce n'est pas un chiffre modeste compte tenu du Sénégal où vous avez pratiquement 97% des gens qui sont dans l'informel? C'est très modeste, c'est-à-dire, mais c'est comme entre guillemets, on dit un proof of concept. Le plus difficile, c'était de construire des outils qui soient fiables, qui nous permettent d'évaluer la performance des entrepreneurs pour eux-mêmes et ensuite pour pouvoir faire le lien avec les institutions financières. Ça, c'est fait. Et on est l'un des seuls pays en Afrique, si ce n'est pas le seul, à avoir un outil de notation. Le chef de l'État parlait de la perception du risque. Vous avez évoqué la question de confiance. L'un de notre objectifs, c'est de jouer le rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire, on peut garantir que l'entreprise Alassane Samba Diop est en capacité de respecter ses engagements si elle emprunte de l'argent ou de mettre en œuvre un marché public ou de sous-traitance en question. Cet outil de notation et de rating, nous l'avons double certifié. ISO 9001, ISO 27001, donc c'est les plus hauts standards que l'on peut avoir. Des banques l'intègrent dans leur processus d'octroi du crédit. L'évaluation que je vous évoque de manière systématique, c'est quelque chose que l'on a réussi à faire pour la première fois pour plus de 5000 entreprises. Parce que d'habitude, on accompagne, mais on n'est pas en mesure d'indiquer quel est l'effet, quel est l'impact de notre accompagnement. Mais les acteurs dénoncent quelque part les taux d'intérêt qui sont exorbitants. Mais en fait, le taux d'intérêt participe aussi de la perception du risque. Si je ne suis pas sûr que vous allez rembourser, si je n'ai pas d'éléments sur votre comptabilité, si je n'ai pas d'historique sur ce que vous faites, je vais vous mettre le taux maximum parce que, au moins, si je dois perdre de l'argent, ce que vous allez me payer en taux d'intérêt va me permettre de couvrir mes risques. Ce que nous, on prône, et cette année, en fait, nous a permis de démontrer, avec l'appui de la Banque mondiale, avec l'appui de la Banque africaine de développement, du ministère de l'économie et des finances, que l'on peut avoir désormais au Sénégal une sorte de visa d'évaluation, un visa systématique, un ticket qui vous permet de savoir quel est votre carnet de santé et à partir de ce carnet de santé, à minima, d'être accompagné pour aller mieux et au mieux de pouvoir avoir une passerelle vers des institutions de finances, que ce soit des banques, que ce soit des SFD ou d'autres. Et donc ce que l'on fait à hauteur de 5 000, 6 000, on peut le faire et on doit le faire fois 10, fois 20, pratiquement par an. Mais encore une fois, la chose la plus difficile, c'était d'avoir un système qui tienne la route, où on puisse évaluer de manière régulière. L'objectif, ce n'était pas tout de suite de faire du nombre en disant on a accompagné tant d'acteurs, c'était de pouvoir dire
Ces acteurs, lorsqu'ils sont accompagnés, voilà l'effet qu'il y a en matière de chiffre d'affaires, en matière de résultats nets dans leur poche, en matière de création d'emplois et création de richesses. Et ça, cet outil aujourd'hui, il est là, il est fonctionnel, et des acteurs qui ne sont pas les enfants de cœur, ce n'est pas des banques privées, c'est pas des banques publiques, Oui. c'est des banques comme Ecobank, des banques comme Coris Bank, sont prêtes à l'intégrer dans leur processus. C'est des grands groupes dans le contenu local qui sont prêts à le mettre en lien pour identifier les entreprises qu'ils vont sélectionner. Donc ça veut dire que l'on a la recette. Maintenant, au Sénégal, l'enjeu, c'est de passer à l'échelle. On est très fort, et c'est le génie sénégalais d'avoir inventé beaucoup de choses, les centres de gestion agréés, plein d'innovations, mais il faut qu'on ait la cohérence, la volonté, la persévérance de dire « Ok, ça c'est fait, à hauteur de temps, il faut qu'on le passe à hauteur de 100 ou à hauteur de 1000. » Et je crois qu'on a les outils, maintenant il nous faut aussi le courage et la persévérance pour le passer à l'échelle. Mais au début de l'émission, on avait abordé la question des impôts pour les PME et les PMI. La plupart d'entre eux dénoncent le fait que les impôts sont trop élevés au Sénégal, qu'il n'y a pas d'accompagnement fiscal, que le suivi des impôts viennent frapper les entreprises, à la limite les tue. Je vous donne une anecdote. Un entrepreneur me racontait, Monsieur Djabira, j'ai fait l'erreur une fois de vouloir dire que je pouvais payer le montant des impôts directement. Et la personne en face m'a regardé avec des gros yeux en me disant que si vous êtes capable, on va vous taper. Il me dit aujourd'hui, je dis que je suis toujours malade, que je ne suis pas en capacité, même si j'ai la capacité, parce qu'il y a une confusion entre mon chiffre d'affaires et même le résultat net que je peux avoir vis-à-vis des impôts. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a une perception différente sur les impôts et sur la pression fiscale qui est menée. Et c'est là où il faut absolument qu'on change d'état d'esprit, on n'a pas le choix. Il y a l'Indonésie ou certains pays qui considèrent que l'inspecteur des impôts, il touche une prime lorsque le chiffre d'affaires d'une entreprise puisse grandir. C'est vrai qu'on a des contraintes, parce que ce sont les impôts, la douane qui nous permettent de faire ce qu'on a à faire. Mais si on n'arrive pas à trouver le point de convergence où chacun trouve son intérêt, les entreprises qui performent, qui font des activités, considèrent qu'elles sont matraquées fiscalement et qu'elles n'arrivent pas à grandir. C'est là où le visa est important, le visa d'évaluation. Parce que c'est la défiance pour tout le monde. Les collègues des impôts ou du ministère des Finances considèrent que les gens gagnent de l'argent et en gros le cachent et ne leur évoquent pas. D'autres sont absolument hors des radars et ne payent pas leurs impôts. Si on démultiplie le visa d'évaluation, j'ai dit que 3% simplement des entreprises avaient des états financiers. Sur les 408 000, ça fait que 12 000. Dans les faits, il y a moins de 10 000 entreprises qui posent leurs états et qui sont des personnes morales. J'ai dit que nous avions évalué 5 000 entreprises cette année. 4 000, avec les autres programmes, c'est un peu plus de 5 000. Si on fait ça sur 4-5 ans, c'est 20 000. Si on multiplie par an ce que l'on fait par 4-5, c'est quasiment 20 000 entreprises que l'on peut avoir. Mais ces entreprises, l'enjeu, c'est de les faire grandir, c'est de leur permettre d'exporter, mais c'est aussi de permettre de montrer, avec des éléments fiables que ces entreprises qui vont grandir, même si on les taxe un peu moins, vont nous permettre d'avoir une assiette fiscale plus importante et de faire grandir les impôts. Ce n'était pas possible tant qu'on n'avait pas un outil fiable qui permet de dire voilà comment l'entreprise évolue. Et ce que l'on a, c'est dans la notation, c'est évaluation, suivi et réévaluation. C'est-à-dire chaque année, on va donner à l'entrepreneur son état de santé. Il va permettre d'apprécier là où il en est. Et je crois que ce sont ces outils, ce passage à l'échelle, un visa d'évaluation, comme on demande un quitus fiscal, mais un visa d'évaluation systématique pour bénéficier des différents outils, mais pour bénéficier presque, ailleurs on disait, d'un bouclier fiscal en fonction de la croissance que l'on a, qui va nous permettre pas simplement d'avoir une petite cohorte d'entreprises qui payent la taxe, qui payent les impôts et en gros qui considèrent à juste titre souvent qu'ils payent trop, que ça les empêche de grandir, mais un spectre plus large qui sont en mesure d'exporter, de grandir, parce que nos entrepreneurs ont du talent, nous en accompagnons beaucoup dans un des guichets à s'installer. Certains s'installent en Côte d'Ivoire, au Maroc,
au Moyen-Orient, que ce soit dans des tenues, en exportant de l'horticulture, en exportant des fruits, des légumes, dans le luxe, dans beaucoup de sujets. Et donc, si on renforce la capacité à accompagner nos entreprises à grandir, à exporter, alors on en aura plus. Oui, Et parce chacun que la trouvera son plupart ne compte. comprennent pas qu'au Sénégal, aujourd'hui, les grosses entreprises qui font énormément de bénéfices, mais rapatrient pratiquement les bénéfices à l'extérieur. Alors, On a évolué en Afrique pratiquement par an, il y a 60 000 milliards de Effectivement. dollars qui sortent de l'Afrique. Les Alors, grosses entreprises qui ne payent pas les impôts. c'est- Alors que les petits, eux, ils sont souvent écrasés, souvent pratiquement tenus au collet. En fait, la réalité, c'est que on n'a pas assez d'entreprises. Un seul chiffre, et un travail admirable qui a été fait par notamment Victor Ndiaye du cabinet Performance sénégalais Bontin, Oui, qui bien sûr. apporte sur le nombre d'entreprises formelles rapporté au nombre d'habitants au Sénégal. On a 9 entreprises formelles pour 10 000 habitants au Sénégal. Au Maroc, c'est 500. À Singapour, c'est 700. Si on n'a Pourquoi pas... au Maroc on est arrivé à cet état de fait, à Singapour et pas au Sénégal? Parce qu'on a associé plusieurs éléments des politiques publiques. Le Maroc a mis en œuvre un plan d'émergence depuis les années 2000, a permis à ses infrastructures, à son écosystème d'être plus performant, s'est mis dans des logiques d'industrialisation fortes qui ont aussi permis d'avoir des impacts importants, a permis aussi d'avoir un secteur, notamment des matériaux locaux de construction, qui est extrêmement important. Donc, à développer, à entamer une transformation structurelle de son économie, notamment avec des industries manufacturières. Le Sénégal a véritablement commencé sa démarche à partir de 2012, 2014 en particulier avec le plan Sénégal émergent. Ça a donné des effets en matière d'amélioration de la croissance. C'est vrai qu'on a été extrêmement frappé ces derniers temps par les crises, Covid, crise ukrainienne, etc., qui ont peut-être ralenti la dynamique. On a pris certainement un peu de retard dans l'industrialisation de ce que l'on devait faire. Or, c'est là où on peut avoir justement une formalisation de masse. Par exemple, dans la construction au Maroc de masse, il a été défini des petits seuils pour standardiser les petits constructeurs en BTP capables de faire 5, 10 lots de maisons, etc. Et donc, ça a donné une certaine dynamique. Je pense que le Sénégal, on est sur cette voie-là. Mais il faut que l'on soit persévérant dans une démarche, que l'on cible effectivement la PME. Pourquoi est-ce qu'on dit que la PME est importante? Ce n'est pas pour faire plaisir à M. Djabira ou un autre. Pourquoi est-ce que les États-Unis parlent de sacralité de la PME? Pourquoi est-ce que l'Allemagne parle de ceci? C'est parce que c'est elle qui crée l'emploi et la richesse. Ouais, mais le gros problème du Sénégal, c'est le suivi et l'évaluation, qui ne sont souvent pas faits. On donne aux PME, on fait des séminaires, et puis c'est fini, on ne suit pas. Exactement. Et c'est là où je reviens à ce qui était important de faire en matière d'agence. En 2012, l'ADPME est née en 2001. En 2002, elle avait 300 millions de budget. En 2012, on en avait 400 millions, pas beaucoup plus, avec essentiellement des charges. En 2022, nous en avions 13 milliards, dont plus de 90% mobilisés auprès des partenaires et une majorité de ces ressources mises dans la poche des entreprises. Ça veut dire que nous avons pu démultiplier au moins par 40 ou 50 notre capacité à intervenir. Ce n'est pas suffisant parce qu'il en faudrait 100, 150 milliards et il faudrait surtout s'articuler avec les chambres de commerce, avec les chambres de métiers. Mais ce qui est important, et ça, c'est le bureau Veritas qui le traduit. C'est notre classement au niveau de ITC qui classe la DPME comme l'une des meilleures agences en Afrique et dans la zone UMOA. Mais dans le même temps, tu as une économie qui ne produit pas beaucoup, voilà, mais, qui fait qu'importer. Mais vous évoquiez le défi de l'évaluation, parce que c'est là où on peut, dans nos efforts, avoir des impacts. On dit ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Qu'est-ce qui nous a fait mettre au cœur de notre métier l'évaluation, pas simplement d'appuyer les entreprises, de les former, etc., mais de considérer qu'il faut qu'on évalue de manière systématique. C'est que si on ne mesure pas, et qu'on ne mesure pas de manière systématique, on ne peut pas appréhender le progrès, la performance ou la contre-performance. Or ça, c'était complexe à mettre en œuvre.
Parce que c'est en lien avec la NSD, avec la BCAO, avec les chambres de commerce, avec les greffes des tribunaux, pour avoir une situation de référence qui permet de prendre une entreprise, de dire cette entreprise, voilà où elle se situe par rapport aux autres. Et voilà ce qui était faisable. Maintenant, c'est là, c'est fonctionnel, c'est opérationnel. L'enjeu, c'est de le démultiplier pour l'ensemble. C'est-à-dire, je veux accéder à un marché public, aller chercher un visa d'évaluation. Je veux accéder au contenu local, aller chercher un visa d'évaluation. Je veux accéder à du financement auprès d'une banque, aller chercher un visa d'évaluation. Je veux être bénéficiaire d'un appui de 3FPT, de l'ADER, du FONGIP, aller chercher un visa d'évaluation. Donc si on accorde des violons, chacun sera dans son corps de métier, mais on sera coordonné et là on aura de l'impact. Aujourd'hui, les outils sont là. Ils ont montré qu'ils sont pertinents. Il faut les articuler et faire en sorte qu'ils puissent passer à l'échelle. Mais ils ne sont pas toujours coordonnés. Aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment coordonnés. Ils ont montré leur pertinence, maintenant il faut les coordonner. Parce qu'effectivement, l'un des défis que l'on a, c'est d'avoir et de voir le point de convergence de nos intérêts. Ce n'est pas simplement de se dire, bon, si Massamba le fait, ce n'est pas moi qui le fais. Donc, mais qu'est-ce qui empêche de les coordonner? Chaque directeur joue avec son ego, c'est ça? La cohérence de nos politiques publiques, il faut qu'on la renforce. On a un programme qui est le programme d'appui à la compétitivité et l'emploi avec le ministère de l'économie et notamment le ministre Doudouka qui dans les prochains jours va lancer cette démarche. Elle vise à donner plus de cohérence à nos outils. Elle vise à faire en sorte que l'on s'oublie un peu chacun pour voir l'intérêt commun qui est le nôtre. Et je pense dans ce que l'on a fait sur le guichet unique, c'est-à-dire faire de la réingénierie de processus, appréhender le sujet pas uniquement dans les fonctions, ça c'est tel, mais dans le processus. Quel est le processus qui permet de répondre à la demande? Et derrière ça, d'aligner les services qui permettent de le faire. Donc ça, c'est ce que l'on a fait à petite échelle, qu'il faut passer à un niveau supplémentaire. Et surtout, ensuite, c'est que le politique puisse, sur la base de cette expérience réussie, articuler, comme je dis, les interventions en faisant en sorte, par exemple, que le visa devienne une porte d'entrée pour les autres services d'évaluation. Et là, je crois que l'on va être en capacité non seulement d'être plus cohérent, mais de mesurer davantage l'impact des interventions des différents acteurs. On ne sera pas plusieurs médecins autour du malade, on aura chacun sa part, mais une part qui est cohérente pour faire que nos entreprises puissent grandir. Ce que dit la stratégie, c'est qu'il nous faut, on a 9 entreprises pour 10 000 habitants, il nous faut 150 ou 200 entreprises d'ici quelques années. Il nous faut 300 000 entreprises formelles d'ici 2035. Il nous faut 300 vrais champions, parce que si on compare ce que même on appelle champion à l'extérieur, il n'y a que la Sonatel qui est un véritable champion, les autres ils sont trop petits. Et il faut que l'on démultiplie les volumes de financement accordés à nos entreprises en leur permettant d'accéder à des marchés publics et à des marchés de contenu local, dans le gaz, le pétrole et les mines notamment. Voilà, Idrissa Djamira, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que nous parlions un peu des PME et des PMI au Sénégal. Comment faire pour davantage booster ce secteur pour permettre au Sénégal d'être champion à travers le monde. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.